Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons laissé Hitler qui commençait à faire des discours dans les brasseries pour le DAP, et nous allons reprendre là. Donc, en novembre 1919, Hitler a un nouveau discours dans la taverne de Munich, Keller, où il rassemble 130 personnes. Donc le DAP commence à faire payer l'entrée. Il faut savoir que les nazis, ou le DAP à l'origine, notaient scrupuleusement chaque personne qui venait dans leur réunion. Donc que ce soit un membre du parti, que ce soit un curieux, ou que ce soit une personne qui est intéressée et qui pense éventuellement rentrer dans le parti. Donc ils notaient tout sur des fiches. Ils faisaient en fait une espèce de sondage pour voir un peu les gens qui venaient par curiosité et qu'après donc justement venaient pour s'inscrire au parti. Donc Hitler, lors de ce discours, parlera du traité de Brest-Litovsk. Donc justement le traité de Brest-Litovsk, c'est pendant la guerre, les Allemands signent un traité de paix avec les Soviétiques. Et il faut savoir que ce qui est vrai, c'est que le haut commandement allemand voulait continuer la guerre contre les Russes, en se disant que comme il y avait eu la révolution, ils allaient pouvoir balayer le front russe comme des quilles. Parce que les soldats auraient été moins motivés à se battre pour les révolutionnaires soviétiques. Mais, comme le front ouest était un peu tendu, le traité de paix a été signé et les troupes, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, de l'Est sont parties à l'Ouest. Et Hitler parlera également du célèbre traité de Versailles. Donc, le traité de Versailles a commencé en janvier 1919 et a été signé en juin 1919. Donc il faut savoir que le traité de Versailles, les Allemands n'étaient pas chauds pour le signer. Donc il faut savoir que déjà l'armistice de 1918, quand les officiers militaires avaient vu les conditions d'armistice, ils se sont dit « Oula, on va pas signer », et c'est des civils qui avaient signé le traité à la place des militaires. Là, il faut savoir que pour le traité de Versailles, c'est la même chose. Le chancelier de l'époque, Philippe Scheidemann, qui est social-démocrate, ne voudra pas signer le traité. Et il démissionnera. Donc justement, il dira comment on peut signer quelque chose qui va nous mettre des chaînes. Et justement, c'est son remplaçant, un social-démocrate aussi, Gustav Bauer, qui signera le traité. Donc le traité, je vais faire un petit résumé parce que c'est énorme, il y a énormément de règles. Et je vais vous parler des plus connus, en sachant que le traité de Versailles, les Alliés m'ont leur nez dans tout. Les lois, la constitution, la politique allemande, ce qui fera que l'Allemagne appellera ça un diktat, parce qu'ils ont vraiment mis leur nez dans tout. Donc alors, regardez la carte, comme vous pouvez voir, d'un côté l'Allemagne avant 1919, et de l'autre après 1919. Donc comme vous pouvez voir, l'Alsace-Lorraine, Danzig, les territoires de Memel, Eupen et Malmedy, Schleswig au nord, au Danemark, et des parties de Haute-Silésie pour l'Est. Donc, les pertes territoriales de l'Allemagne s'élèvent à 70 000 km², avec 7,3 millions d'habitants. Sachant que ces territoires sont industriels, et c'est des grandes superficies agricoles, qui manquera pour l'alimentation des Allemands. Plus l'occupation de la Sarre et de la rive gauche du Rhin par les Alliés, principalement la France. Donc il faut savoir pour les gens, par exemple, vous allez prendre un Alsacien ou un Lorrain, quand on va lui dire c'est quoi la différence entre la France et l'Allemagne, parce qu'ils ont subi plusieurs fois l'un et l'autre, ils vont dire bon c'est juste le drapeau sur la mairie qui changeait. Parce que généralement, les Allemands les considéraient comme des Allemands, et les Français les considéraient comme des Français. Ils ne se sont pas sentis rejetés par l'un ou l'autre quand ils ont changé de région. Il faut savoir que les autres régions d'Allemagne, qui ont été prises par exemple la Pologne, il faut savoir que les Allemands sont passés en population de seconde zone. Donc, ils subissaient énormément de rabaissement et d'humiliation. Ce qui énervera, on le verra par la suite,
le parti qui sera au pouvoir, le parti nazi. Donc après aussi, il faut vous dire que l'armée allemande a été soumise à 100 000 hommes et 15 000 marins. L'aviation de guerre étant totalement interdite, il faut savoir que les Allemands devaient donner leurs canons, leurs chars, leurs avions et leurs bateaux aux Alliés. Et une des pires choses qui a vraiment énervé les Allemands, c'est le fait justement qu'on les accuse d'être ceux qui ont déclenché la Première Guerre mondiale, alors que les Allemands, surtout le peuple, donc eux se sont attaqués, donc dans leur esprit ils étaient en train de se défendre. Donc ils ont été un peu perturbés quand on les a accusés d'être les déclencheurs de guerre, et aussi les réparations financières. Donc il faut savoir que les Allemands ont commencé à rembourser quand la crise n'était pas là et que le temps le permettait, mais ils ne savaient pas combien en tout ils devaient rembourser. Donc ils l'ont su dans le courant 1928-1929. Et ils devaient payer les remboursements jusqu'en 1981. Bien entendu, s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Donc imaginez, demain vous allez à la banque, vous demandez un crédit à votre banquier, il vous donne l'argent, vous commencez à le rembourser, mais vous ne savez pas en fait le taux d'intérêt. Donc combien vous devez le rembourser. Et vous le remboursez comme ça tous les mois. Et 10 ans après, il va vous dire, bon ben voilà, l'intérêt était de temps, mais vous devez me rembourser encore pendant 40 ans. Donc forcément, vous ne serez pas content. Donc il faut vous imaginer que pour les Allemands, c'est exactement la même chose. Et une autre chose, il faut savoir que adieu les colonies allemandes. Donc comme vous pouvez voir sur la carte, vous voyez les colonies allemandes. Donc la France et les Anglais vont se partager le Cameroun et le Togo. Les Anglais auront une petite partie du Congo en plus. La Belgique obtiendra le Rwanda. L'Afrique du Sud aura la Namibie. L'Australie aura la Nouvelle-Guinée, les Samoa et Nauru. Et le Japon, qui, rappelons-le, était allié des Alliés pendant la Première Guerre mondiale, obtiendra les îles Mariannes, Marshall et Caroline, et l'île de Palau, et quelques comptoirs sur le territoire chinois. Donc, voilà pour le résumé du traité de Versailles. Donc, Hitler, justement, parlera de ça dans la brasserie. Forcément, c'est le moment, il surfe sur la vague, et bon, tout le monde est remonté, donc si un parti politique ne parle pas de ça, bon, il y a une chance que les gens ne vont pas aller le voir. Et parmi les problèmes aussi, Hitler va commencer à parler du problème juif, entre guillemets, en faisant rappeler aux gens que le gouvernement soviétique de Bavière, c'était des juifs, donc les juifs Libunek, Luxembourg et Radek, Moissam, Landauer, Levin, Axelrod. Donc, il faut savoir qu'il y a des juifs allemands et aussi des juifs qui venaient de Russie. Et ils sont venus faire la révolution en Bavière. Donc, les Allemands ils vont se dire, tiens, les communistes, principalement des juifs, ont fait une révolution en Russie. Ça a complètement tout déstabilisé le pays. Ça a été le bordel. Et ces mêmes personnes viennent chez nous pour justement provoquer le même problème. Donc les gens sont encore bien remontés. Et Hitler ajoutera aussi que Eisner, dont on avait parlé, qui avait pris le pouvoir juste avant les communistes, et qui était aussi instigateur des mutineries dans les usines d'armement, était juif. Donc là les gens, dans leur tête, déjà que faut savoir que l'Europe de cette époque est quand même antisémite, donc plus ces nouvelles, vous avez des gens qui sont bien motivés pour vous suivre. En sachant qu'on ne le dit pas assez, mais il faut savoir que les autres partis politiques d'Allemagne aussi parlent des juifs. Donc on s'est concentré principalement sur le nazi parce que après il a eu les camps et les massacres. Mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était normal dans les partis politiques de parler des juifs. Donc les discours d'Hitler commencent à provoquer des troubles. Hitler dira dans Mein Kampf: au tout début de nos grandes réunions, j'ai commencé l'organisation d'une garde de maison sous la forme d'un service de surveillance, qui ne concernait en principe que les jeunes. C'était en partie des camarades que je connaissais du service militaire. D'autres étaient des camarades de partis nouvellement gagnés, qui, dès le début, ont été instruits et formés dans la perspective que la terreur ne peut être brisée que par la terreur,
que sur cette terre, le succès est toujours allé à l'homme courageux et déterminé, que nous nous battons pour une idée puissante, si grande et si noble, qu'elle mérite bien d'être gardée et protégée avec la dernière goutte de sang. Il était imprégné de la doctrine selon laquelle, tant que la raison était silencieuse et que la violence avait le dernier mot, la meilleure arme de défense était l'attaque, et que notre troupe de surveillance doit être précédée de la réputation de ne pas être un club de débat. Donc il faut savoir justement, là, il commence à avoir un petit embryon de SA qui commence à se créer pour justement protéger les discours d'Hitler, parce que les communistes aussi venaient pour provoquer des troubles, mais aussi des gens d'autres partis. Bon, il faut savoir que les nazis iront dans les discours des autres partis pour aussi faire un peu le bordel. Donc là, Hitler dit que bon, c'est lui qui a eu l'idée de faire ça, qui a commencé à organiser des gardes et que c'était des anciens militaires, des anciens copains. Faut savoir que justement, comme je disais, Hitler, c'est l'armée qui l'envoie là, et l'armée va vouloir protéger son homme de paille. Donc tous les premiers SA quasiment sont d'anciens militaires, et ils sont justement payés pour protéger le parti. Donc il faut savoir aussi que les premières personnes qui font office de garde du corps d'Hitler sont des hommes du capitaine Hermann Erhard, donc appelé la brigade Erhard, qui justement ont lutté contre les communistes aussi et tout ce qui était acte révolutionnaire. Et ils sont plus connus parce que justement, ils forment une organisation par la suite qui s'appelle l'organisation Consul, qui eux, leur but est d'assassiner, comme vous pouvez le deviner par le nom, les traîtres de novembre. Donc, toutes les personnes qui ont participé à la signature du traité de paix, de l'armistice, seront assassinés. Donc ces hommes sont des spécialistes d'assassinat, et c'est ces hommes qui font office de garde du corps d'Hitler. Donc c'est en novembre aussi que Hitler devient justement chef de la propagande du parti du DAP. C'est sa spécialité au service de renseignement de l'armée. Donc il faut savoir que un des membres du DAP, Karl Harrer, donc qui est journaliste et homme politique, et membre aussi de la Thulé, veut justement faire que le parti reste un peu dans l'ombre et commence à ouvrir des cellules un peu partout. Donc lui, c'est son objectif. Mais justement, les objectifs vont aller contraire à ceux d'Hitler, parce que Hitler, lui, il est là pour une mission, de rassembler tout le monde. Donc, pour Hitler, lui, son objectif, c'est de faire un gros parti et de rassembler tout le monde en dessous. Donc, les plans de Karl Harrer seront mis de côté, ce qui fera que Karl Harrer, après, quittera le parti. Et c'est aussi en novembre, le 18 novembre 1919, que des généraux d'état-major allemands, qui comprend Ludendorff et Hindenburg, sont entendus pour connaître les origines de l'effondrement militaire de l'Allemagne. Il faut savoir que ces deux vieux chefs d'état-major ne répondent pas aux questions et font des monologues. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura la première fois la notion de coup de poignard dans le dos. Donc il faut savoir que ce premier mot a eu son apparition dans le Neuer Zeitung du 17 décembre 1918, mais il sera employé par Hindenburg et Ludendorff pour justement se défendre. Donc Hindenburg dira: un général anglais a dit à juste titre, l'armée allemande a été poignardée dans le dos. Aucune faute n'est à imputer au noyau sain de l'armée. Où est la faute? Cela est clairement démontré. S'il en fallait une preuve supplémentaire, elle est dans la remarque du général anglais et dans l'immense étonnement de nos ennemis devant leur victoire. Donc en fait, de cette manière, les généraux, ils se mettent hors de cause de la défaite. Il faut savoir qu'il semblerait que le général anglais a dit ça en posant la question. Il a posé la question en général parce que ils ont parlé avec le général Ludendorff, et dans la conversation, à un moment donné, le général anglais a dit: donc, vous avez reçu un coup de couteau dans le dos. Parce que reprenez en fait ce que Ludendorff avait dit. Et eux, ils ont employé ce mot en mode, les Anglais, ils ont été surpris de leur victoire, donc ils ont compris qu'on a reçu un coup de couteau dans le dos. Alors qu'il faut savoir que, pour en revenir justement pour les preuves comme quoi l'armée allemande était à bout, c'est que le 29 septembre 1918, le grand état-major allemand avait eu une réunion sur justement les comptes rendus du front, et justement Ludendorff dira dans le compte rendu: les faits sont, la Bulgarie est tombée. La chute est imminente pour l'Autriche-Hongrie. La Turquie est plus un fardeau qu'une aide.
Sur le front, l'ennemi engage des tanks en quantité inattendue, alors que notre industrie est déjà sollicitée à l'extrême. Les bataillons sont réduits de moitié. Il y a eu de nombreuses pertes en hommes et en officiers. Nos dernières réserves en hommes sont épuisées, alors que l'ennemi, grâce à l'aide américaine, est en mesure de remplacer ces pertes. La situation de l'armée nécessite une armistice immédiate pour éviter une catastrophe. Donc ça c'est juste un petit rappel pour dire que l'Allemagne était vraiment à bout. En 1917, ils savaient déjà qu'il avait quasiment perdu, et que là c'était primordial que l'armistice vienne avant justement que les troupes alliées rentrent en Allemagne. Donc, le vieux Ludendorff et le vieux Hindenburg ont trouvé un prétexte pour justement se protéger d'éventuelles poursuites à leur encontre. Donc alors, décembre 1919, donc il y a de plus en plus de personnes de l'organisation de Thulé qui commencent à rentrer dans le mouvement du DAP, et Hitler fait la connaissance de Rosenberg. Donc il lui a été présenté par Dietrich Eckart. Donc c'est des personnages sur lesquels je vais revenir, mais Dietrich Eckart est une personne qui était très proche d'Hitler, qu'il a pris sous son aile, et ils seront, on pourrait dire, quasiment inséparables. Donc je reviendrai sur ce personnage plus tard. Et justement, ce personnage, Dietrich Eckart, présente Alfred Rosenberg à Hitler, qui lui aura une très très grosse influence sur Hitler, justement sur le côté antisémite. Donc, c'est pendant le mois de décembre que le quartier général du DAP est établi à Munich, dans la cave de la taverne Sternenkerbräu, que vous pouvez voir en photo. Et c'est l'armée, donc le capitaine maire avec les caisses noires de l'armée, qui paye justement le loyer du parti pour loger dans cette brasserie. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.